Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la TV Ibidoun Africa. C'est un plaisir pour moi, Guillaume Adouvi, fondateur de la maison d'édition, les éditions Ibidoun, de vous recevoir sur cette chaîne où nous allons dorénavant 2-3 fois par semaine nous retrouver dans le cadre du salon littéraire africain de Paris, où nous passerons en revue, justement dans cette revue littéraire, nous passerons en revue les publications, les sorties de livres, aussi les livres existants que nous conseillerons, dont nous ferons d'abord le compte rendu de lecture et que nous conseillerons à vous, chers amis, auditrices et auditeurs. La littérature africaine est née de la parole et la parole est née de la mémoire. Mais cet effort de mémorisation a toujours été simple et instinctif. Le grand Amadou Hampâté-Bâ ne disait-il pas dans l'avant-propos de son œuvre L'Enfant Peul, je le cite, « Quand je décris, je vois sur une sorte d'écran intérieur et je n'ai plus qu'à décrire ce que je vois. » Fin de citation. Votre rendez-vous littéraire vous propose donc ce jour une incursion dans l'histoire de la littérature négro-africaine. C'est exactement de la négritude que je vais vous parler et surtout vous faire un rappel de l'action militante des sœurs Nardal, Paulette et Jane Nardal, dans l'avènement de la négritude. Nous allons donc parler de la négritude dans cette édition. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous devons rappeler ce que c'est aux plus jeunes ou à ceux qui ont oublié ou qui semblent l'avoir oublié. Et ensuite, éclairer tout un chacun sur le rôle des précurseurs. Il y en a eu, des précurseurs de la négritude. Et les acteurs de ce mouvement né dans les années 1930 à Paris. La définition de la négritude. La négritude est un mouvement littéraire et culturel rassemblant des écrivains noirs francophones, ayant tous fait le même constat de la négation des Noirs par les Blancs. La négritude a une autre définition très simple donnée par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disait que la négritude, c'était la négation de la négation des Noirs. Fin de citation. Son contexte, c'est suite à l'esclavage et à la colonisation que les populations noires, antillaises, réunionnaises et guyanaises, de même que les afro-descendants, les afro-américains et même les Africains de l'intérieur des colonies, ont décidé, vu qu'ils ont constaté tous la même chose, qu'ils ont été dépossédés par les colons de leur africanité, de leur nom, de leur religion, de leur langue, qualifiée de langue vernaculaire, n'ayant droit de citer nulle part dans l'espace public. Pas à l'école, pas dans l'administration, nulle part. La langue française était imposée à tous.
Donc, ils se sont sentis dépossédés tout simplement de leur identité africaine. Victimes au même titre que d'autres de cette ostracisation, discrimination, de ce déracinement de ses ancêtres, Aimé Césaire retrouve alors chez Senghor et d'autres Africains, écrivains oui, intellectuels, étudiants ou cadres supérieurs, en tout cas de l'intelligentsia, rencontrer ci et là des similitudes et des valeurs communes. Toutefois, il est bien séant de rappeler que la négritude n'est pas qu'un courant littéraire. Elle est devenue, la négritude aussi un courant politique. Car c'est de cette même philosophie de la négritude que se serviront les communautés nationales ou même luttant pour l'indépendance de leur pays et les Afro-Américains allant à la chasse des droits civiques utiliseront tout le ressort de cette philosophie pour mieux se préparer et affronter, enfin inverser les rapports politiques. La négritude, disais-je, n'est pas qu'un courant politique et littéraire. Elle est aussi un courant politique. C'est surtout un mouvement culturel et politique développé par une élite africaine francophone et qui sera assez rapidement repris, comme je le disais tantôt, par les Noirs américains et les autres Africains qui se battaient aussi pour l'indépendance de leur pays. Donc tout ça concourait, puisque c'était fait pour ce mouvement, pour mettre en exergue ce dont ils assumaient parfaitement, l'ethnicité africaine et noire. L'historique. La littérature négro-africaine a connu son éclosion autour des années 1930 à Paris. En effet, des étudiants noirs venus d'Afrique et d'Amérique se sont réunis autour du Guyanais Léon Gontran Damas, du Martiniquais Aimé Césaire et du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et ont fondé la revue L'étudiant noir. Ils se sont alors laissés inspirer par la négro-renaissance aux USA, aux États-Unis d'Amérique, dont l'un des pères fondateurs, William Dubois, en publiant son roman Âme noire en 1903, affirmait « Je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. » Fin de citation. À Paris donc, l'étudiant noir leur servira de leitmotiv au mouvement culturel et littéraire dénommé la négritude. Ce mot
qui est un néologisme, c'est-à-dire inventé tout fraîchement, un néologisme d'Aimé Césaire, utilisé pour la première fois dans son recueil de poèmes Cahiers d'un retour au pays natal, publié en 1939. Le même Aimé Césaire qui a inventé le néologisme négritude trouvera des origines plus profondes à la négritude. Ne dira-t-il pas, ce n'est pas nous qui avons inventé la négritude. Elle a été inventée par tous les écrivains de la négro-renaissance que nous lisions en France dans les années 1930. Dans le contexte purement littéraire et événementiel, nous pouvons nous mettre d'accord sur un des tout premiers précurseurs de ce courant littéraire. Enfin, de cet élan de redonner sa fierté à l'homme noir, chosifié par l'administration d'abord et soumis à une rugueuse francité dans toute sa vie de tous les jours. Celui-là, ce précurseur, j'ai nommé René Maran. René Maran, auteur de Batouala. Ce roman qui raconte des aventures coloniales. Batouala, premier prix Goncourt, attribué à René Maran le 14 décembre 1921 ou 22. Donc, Batouala, René Maran, précurseur de la négritude, dont devront désormais suivre les pas Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Le premier Goncourt noir. René Maran est généralement considéré comme un précurseur de la négritude, car il en était une grande fierté. La négritude, dès sa naissance, devient rapidement le mouvement littéraire noir le plus prospère et le plus productif de toute l'histoire de la littérature nègre. Je viens de les citer, les pères, les vrais pères de la négritude. Si on connaît bien les pères de la négritude, que sont Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, et si on vient de citer au moins un des précurseurs, parce que le tout premier, c'était Webb Dubois, et dans la lignée, puisqu'on disait que la négritude était aussi devenue un mouvement politique.
ayant servi pour la comment dire, la conquête des droits civiques aux États-Unis, mais en Afrique, pour la libération des pays. Donc, c'était la lutte ou la course à la cession à l'indépendance, qui vous souviennent. Dès les années 1958 et 60, la série d'anciennes colonies qui sont devenues indépendantes. Tout ça, c'était l'apport ou le concours de la négritude sous son versant militant et politicien. Si on connaît bien les pères de la négritude, on ignore cependant que ce même mouvement culturel et politique n'aurait jamais existé sans le rôle fondateur et fervent des sœurs Nardal, Paulette et Jane, mais également André Nardal, puisqu'elles sont 3 sœurs. Je vous montrerai tout à l'heure des images d'époque à la suite de cette émission. Vous verrez les images, les pères fondateurs, les précurseurs et aussi les théoriciennes, qui étaient les sœurs Nardal. Pourquoi? Vous le découvrirez tout à l'heure. Les sœurs Nardal, donc Paulette Nardal, Jane Nardal et André Nardal. Paulette Nardal est née le 12 octobre 1896 à Saint-Pierre en Martinique. Ce fut une femme de lettres et une grande journaliste, militante de la cause noire avec sa sœur Jane. Elle est une inspiratrice du courant littéraire de la négritude, comme je vous disais. Je vous rappellerai tout à l'heure les circonstances. Paulette Nardal a la particularité d'être la première femme noire à étudier à la Sorbonne. La toute première femme noire à avoir fait ses études à la Sorbonne. Mais Paulette Nardal était plutôt connue à l'époque dans le Paris des années 20, années 20-30. Elle était connue et avait été rendue célèbre grâce à son salon littéraire. Elle tenait un salon littéraire dans l'appartement qu'elle partageait aux 7 rue Hébert à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, avec ses 2 sœurs, Jane et André. Elle était une entremetteuse, donc elle mettait en relation les diasporas noires
elle les faisait se connecter et même s'interconnecter puisque elle était célèbre jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Paulette abordait les questions de l'émancipation des femmes aussi, car c'était une grande militante, une féministe qui avait beaucoup milité au sein de mouvements politiques d'alors pour la reconnaissance du droit de vote des femmes en France. Elle posa aussi les prémices de la théorie de la négritude, et ceci de l'aveu de Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire. Tous et d'autres illustres personnalités défilaient au salon littéraire des Sœurs Nardal, situé 7 rue Hébert à Clamart, dans la Haute-Seine. Aimé Césaire et d'autres étudiants en métropole fréquentaient assidûment ce salon. Pas que eux. Jean Price Mars, le célèbre Jean Price Mars, de passage à Paris, descendait souvent aussi dans ce salon, dont l'entrée était gratuite. C'est vrai, c'était un appartement privé qui était au rez-de-chaussée, selon les informations que j'ai reçues. Et tout le monde pouvait y rentrer, à condition de respecter les règles de préséance, d'abord, et de bienséance, et surtout de partir de là à 19 heures au plus tard. C'était la seule contrainte en fait, partir à 19 heures. Et c'était surtout l'occasion pour eux tous de partager le thé, le café et de discuter de leurs conditions et de se concerter pour voir ce qui était possible de faire pour améliorer ces conditions-là, mais pas que leurs conditions, puisque eux, en fait, ils avaient le statut d'évoluer, c'était des évolués, contrairement à d'autres frères qui étaient encore indigénés, qui étaient des indigènes. Donc, René Marant, prix Goncourt, premier prix Goncourt noir avec Bachoala, prix décerné le 14 décembre 1922 ou 21, je vérifierai tout à l'heure, fréquentait aussi assidûment ce salon littéraire. C'est d'ailleurs là où il racontera les péripéties rencontrées avec son roman Bachoala. Si vous ne savez pas, dès l'obtention de ce prix Goncourt, René Marant avait subi beaucoup de pression. Et ces pressions l'avaient amené à démissionner de son poste d'administrateur colonial. C'était le premier prix Goncourt noir. La France intellectuelle avait pris conscience de son acte rien qu'en jugeant la qualité littéraire de l'œuvre. Mais la France
la France moyenne s'était réveillée avec une gueule de bois. Paulette Nadal dira ceci. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avons balisé les pistes pour les hommes. Fin de citation. Concomitamment ou concurremment à l'expérience du salon littéraire, Paulette Nadal fonde en 1931 avec l'écrivain haïtien Léo Sajous, docteur Léo Sajous, et justement, le grand écrivain, prix Goncourt, premier prix Goncourt noir, guyanais René Maran, le Guyanais. Ensemble, ils ont fondé la Revue du Monde Noir, une revue qui est éditée en français et en anglais. Son objectif affiché est de créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral fort qui leur permette de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts aussi, leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race, la race noire. La revue, malheureusement, cessa de paraître en 1932, après avoir connu quelques parutions depuis sa création, son lancement en novembre 1931, il me semble. Il y a eu 6 numéros qui sont sortis, mais après, plus rien. La revue devra s'arrêter pour des raisons financières, des contraintes économiques. Mais rapidement, d'autres écrivains reprendront le flambeau de ce mouvement littéraire de la négritude. Ces écrivains, vous les connaissez déjà, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Paulette Nadal s'en est allée le 16 février 1985. C'est une femme qui a traversé le siècle. Elle s'en est allée en 1985, disais-je, à l'âge de 88 ans, à Fort-de-France. Il faut juste garder d'elle que c'était une pionnière de la cause noire. Une femme militante aussi pour les droits civiques en France et aux États-Unis. Elle était enseignante. Elle était artiste. Elle était écrivaine. Elle aimait répéter inlassablement à ses amis et à ses élèves sa fierté d'être noire. Black is beautiful, disait-elle inlassablement. C'était sa devise. Black is beautiful. Après sa mort,
elle reçut beaucoup d'honneurs, d'hommages divers. Elle est faite officier des Palmes académiques et chevalier de la Légion d'honneur. Alors que Léopold Sédar Senghor lui décerna le titre de commandeur de l'Ordre national de la République du Sénégal. Léopold Sédar Senghor était devenu chef d'État, président de la République du Sénégal, et il s'est souvenu de 7 camarades qui lui distillaient des idées qu'il reprendra avec ses 2 compères, Césaire et Damas, pour créer et nourrir la négritude. Grâce à Paulette Nardal. À Fort-de-France, un grand hommage lui sera rendu aussi à Fort-de-France, en Martinique. L'ancienne place Fénélon à Fort-de-France, qui se trouvait proche de l'ancienne maison familiale des Nardal, rue Schweilcher, sera débaptisée pour porter dorénavant le nom de Paulette Nardal. Dans les années 1980, Aimé Césaire en personne fit apposer le nom de Paulette Nardal sur une place de la ville de Fort-de-France, dont il était depuis devenu le maire, le premier magistrat de Fort-de-France. Il s'était également souvenu de son ancienne camarade, son inspiratrice du courant littéraire appelé la négritude, Paulette Nardal. En 2018, sur proposition de Fadila Mehal du groupe démocrate et progressiste au conseil municipal de Paris, la ville de Paris décide alors de la création de la promenade Jane et Paulette Nardal dans le 14e arrondissement. Et cette promenade est officiellement inaugurée par la maire de Paris en personne, Madame Anne Hidalgo en personne, en présence de Madame Christiane Eda Pierre, qui n'est autre que la nièce de Paulette et Jane Nardal. Cette inauguration a eu lieu le 31 août 2019. Madame Hidalgo, maire de Paris, ira encore plus loin en affirmant son soutien à l'entrée de Paulette Nardal au Panthéon, au même titre que l'illustre vedette, mais aussi résistante, Joséphine Baker. Donc, les milieux intellectuels se mobilisent pour gagner cette bataille-là, l'entrée au Panthéon de Paulette Nardal. Nous en sommes solidaires. En 2019, la ville de
Clamart vote le choix de son nom, le nom Paulette Nardal, pour une future voix de la ville. Et la commune voisine de Malakoff choisit également le nom de Paulette Nardal pour rebaptiser l'école Paul Bert. En 2021, la ville de Ducos, en Martinique, rebaptise aussi son lycée en son honneur. Donc, il y a dans la ville de Ducos un lycée appelé lycée Paulette Nardal. En 2022, la ville de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, donne également son nom, le nom Paulette Nardal, à l'allée desservant la nouvelle école Paul Langevin. La revue du monde noir, créée par Paulette Nardal, Léo Sajous, docteur Léo Sajous, d'origine haïtienne, et le Guyanais René Maran, premier prix Goncourt noir, et autres membres de la famille, la troisième sœur, André Nardal, mais aussi un cousin du nom de Thomas Achille, je pense. Je ne suis pas très précis, vous m'excuserez, mais il me semble qu'il y a Thomas Achille dans son nom. Donc, tous s'affairaient à administrer et à apporter des contributions intellectuelles à cette revue appelée la Revue du Monde Noir, qui était publiée aussi en anglais et qui trouvait très bon écho en direction des communautés afro-américaines. J'ai déniché pour vous la préface de cette revue que je vous offre en ligne, en lecture en ligne. En voici donc quelques lignes. Je cite: « Pendant plusieurs siècles, l'homme noir semblait n'être né que pour travailler. Travailler dur, comme un nègre, et travailler pour les autres. Puis vint un moment, une période d'une vingtaine d'années, au début du XXe siècle, où se trouva campé des deux côtés de l'Atlantique, mais d'abord aux États-Unis, un nouvel homme noir, un new negro, qui brouillait l'image traditionnelle que gardait de lui le monde blanc. Un homme qui suggérait une manière autre, un peu mystérieuse, d'être noir. Peu après un épuisant conflit armé d'envergure mondiale, des Européens découvraient que cet homme noir savait aussi chanter, danser comme nul autre. Se jouer de lui-même et au rôle historique qui lui avait été dévolu. Du rôle historique qui lui avait été dévolu par les principaux profiteurs de la traite des nègres et de l'esclavage, qu'il savait courir, boxer et rendre des coups, s'évader de la banalité de l'existence dans l'Occident industrialisé, comme pour aller au-devant.
des conversions salvatrices et des ressources intérieures encore inexplorées. L'homme noir, signe de contradiction dans le contexte atlantique auquel il s'est trouvé attelé, a servi d'abord puis associé. Désormais lié à celui-ci, homme noir négatif de l'homme blanc, comme lui, occidental, mais à l'autre bout d'un axe. Le sudiste essayant de copier le nordiste, parfois jusqu'à l'incongruité. Sombre reflet d'un modèle pâle, mauvaise conscience de l'amateur blanc de café ou de tabac, doué d'un peu de réflexion, preuve vivante enfin, d'une manière inimitable et autre d'être homme, ô combien décourageante pour qui croit avoir tout découvert ou tout créé. Cette apparition progressive du nouvel homme noir, résultat d'événements divers, la création de la revue du monde noir en fait partie, selon les fondatrices Paulette et Jane Nardal. Un cercle d'intellectuels noirs vivant à Paris dans les années 30 a pu être suffisamment structuré et homogène pour se donner une expression commune sous la forme d'une revue mensuelle et bilingue. C'était une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Cette revue, ce mouvement, c'est une chose qui devait arriver. Elle est arrivée comme ça. Comme une éclosion brusque. À cette époque, les gens étaient préparés à lire une telle revue. Se souvient Paulette Nardal. D'ailleurs, si l'on regarde le premier numéro, on constate que des blancs faisaient aussi partie du journal. Il ne s'agissait donc pas essentiellement d'un mouvement négriste. Poursuit Jane Nardal. La publication du premier numéro à l'automne 1931 consacre l'émergence à Paris de courants et de ressources, de forces humaines longtemps tenues en sommeil ou au secret, formant une réalité nouvelle, non plus politique comme dans les mouvements pan-nègres qui l'ont précédé, mais culturelle et sociologique. Non plus un peuple, une nation noire, mais une culture, une âme, un humanisme noir, un monde noir, divers, aussi bien couvert à tous les hommes ou les femmes désireux de s'y enrichir ou simplement de le découvrir. Fin de citation, fin de lecture. Paulette Nardal est une femme qui a parcouru le siècle, comme je disais. Elle est décédée à 88 ans et a eu dans son parcours à rencontrer des hommes et des femmes ayant fait le même constat de la négation des Noirs par les Blancs et ont décidé de se prendre en main de la manière la plus pacifique qu'il soit, de mener une révolution culturelle sans effusion de sang
même sans violence aucune, juste pour pouvoir, dans les plus hautes sphères, pousser le grand cri nègre de leur poitrail. J'oubliais tout à l'heure que Félix Éboué, le grand Félix Éboué, était également un habitué du salon littéraire de Clamart, des sœurs Nardal. Ainsi s'achève cette émission, l'édition de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux contenus. Merci pour votre attentive écoute.